Merci beaucoup. Passionnant, toute cette matinée était fort intéressante. Avec mon intervention, on va sans doute aller dans un champ un petit peu différent pour parler d'une façon plus de prospective fictionnelle. Je ne vais pas vous présenter tout de suite Black Mirror, c'est Olivier qui va prendre la parole tout à l'heure. Pour l'instant, je me propose de vous inviter au festival que nous sommes en train de monter, qui s'appelle Les Mondes Anticipés, et dont justement la première saison est l'idée qu'il faut sauver le vaisseau Terre. Vous verrez tout cela en octobre prochain. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, et ce qui m'a intéressé dans cette intervention, c'est d'essayer de voir précisément, en matière de prospective, quelles sont les sources d'inspiration actuelles des récits d'anticipation. Et au fond, le terme de prospective a été utilisé évidemment toute la matinée. Nous sommes tous dans une réflexion sur le futur, chacun de nous s'emparant à sa manière de ces différents futurs. Et ce dont je vais vous entretenir, c'est le résultat de nos recherches, de nos explorations, en particulier à partir de mon dernier bouquin qui s'appelle Mythologie du futur, et qui est d'essayer de voir et de comprendre quel peut être le terreau, la matière première qui va servir d'inspiration aux poètes, aux auteurs, aux écrivains pour demain. La première question qui se pose, elle date d'il y a longtemps finalement, c'est où aller? Alors évidemment, on pense à aller sur Mars, et on sait également que cette fameuse image du passe-muraille, d'après le roman de Marcel Aimé, que l'on trouve à Paris, sur la colline Montmartre, est une idée intéressante sur cette interrogation qu'il y a sur nos prochaines destinations. Est-ce qu'on ne va pas être arrêté à mi-chemin? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut chercher? Tous ces éléments, ces interrogations qui sont là en permanence, sachant que la carte n'est plus le territoire. Si vous regardez en détail les éléments de ce planisphère, on a en fait tous les médias et multimédias d'aujourd'hui qui sont en train de nous donner des indications assez différentes de celles qu'avait ou n'avait pas Christophe Colomb quand il est parti en direction des Indes. Et que cherchons-nous aujourd'hui? Quels sont les éléments qui sont importants pour nous? Ce qui est sûr, c'est que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus intense. Cette image qui date d'un moment, c'est intéressant, c'était un projet d'Airbus pour essayer de faire l'expérience d'Icare, de faire participer à l'expérience d'Icare les prochains voyageurs. Aujourd'hui, avec la honte de prendre l'avion que nous proposent nos amis scandinaves, est-ce qu'on va dans cette direction-là? Ce qui est certain, c'est qu'on va effectivement vers cette notion d'intensité. On a aussi beaucoup parlé, les chiffres sont là à l'appui de l'univers des villes qui va être de plus en plus important. On parle de chiffres jusqu'à 60-70% de l'humanité qui serait en ville dans les 30 ans qui viennent. Sachant que tout ça est une série de tensions et de contradictions. On dit aussi que les citadins partent à la campagne parce qu'ils sont à l'abri. En fait, le monde qui nous attend est un monde très provocateur. Alors évidemment, la médecine ne nous recommande pas d'aller boire ce vin rouge à cette dame enceinte, mais néanmoins, c'est bien de ça qu'il s'agit. Provocation, un monde de plus en plus égocentré avec le what the fuck. Je n'ai rien à foutre de ce qui se passe, il n'y a que moi qui compte. Ces éléments-là sont là. Et puis cette idée de la jeunesse, it's never too late. On est de plus en plus jeune, on revendique de plus en plus ces éléments-là. Le monde qui vient, les inspirations du monde qui vient sont de cet ordre-là, sachant que, bien sûr, il y a une vigilance obligée. J'aimais bien ce que Philippe disait tout à l'heure sur les masques de l'Angleterre, du fog et du smog. Et on est toujours dans cette obligation de vigilance. Et puis, bien entendu, nous sommes dans une anthropotechnie.
anthropocène, bien sûr, mais dans une anthropotechnique qui a toujours été là. Depuis les premiers silex, nous nous sommes occupés de la technique pour survivre. Et puis, on arrive de plus en plus vers une technologie sans couture, c'est-à-dire une technologie qui va être totalement environnante, dans laquelle on sera totalement impliqué, au point que la différence entre le monde virtuel et le monde réel sera quelquefois douteuse, mais pas forcément un problème, sauf quand, évidemment, il y aura ces angoisses de plus en plus fortes autour du terrorisme, autour du simple fait qu'il va falloir peut-être un passeport vaccinal aujourd'hui autour de ça. Alors, est-ce que nous sommes au bord de l'abîme, comme les films de science-fiction et le Cormac McCarthy de la route de l'époque l'annonçaient? On est certainement menacé, c'est sûr. Cette crise sanitaire est-elle l'annonce d'une crise plus grave? Mais prenons les choses du bon côté. J'avais vraiment l'impression, en vous écoutant tous ce matin, qu'il y a effectivement la possibilité, dans une technologie bienveillante, de se tirer d'affaire. Alors, c'est sûr que les nanotechnologies, pour une vie meilleure et pour aller traquer les cellules cancéreuses dans le corps, vont faire partie du jeu, et la médecine contemporaine va nous donner des idées de cet ordre. Mais il n'y a pas que la médecine, il n'y a pas que la technologie, il y a notre rapport à la nature. Le rapport à la nature, il est intéressant. Il s'est incarné dans la fête des voisins, qui a été évidemment freinée avec le Covid, mais vous avez vu qu'il n'y a qu'une inspiration énorme aujourd'hui à retrouver la table, les terrasses, à retrouver la nature, à retrouver l'autre, à discuter avec l'autre, et avec le câlin aux arbres, qui fait partie du monde qui vient. Donc, on est peut-être dans un univers d'une technologie de plus en plus hybridée avec la nature. Et peut-être avec l'âme aussi, si la technologie nous permet de mieux comprendre le cerveau. Alors, c'est intéressant ce que disait M. Vidal sur le cognitif. Hein, jusqu'où aller? Est-il nécessairement diabolique ou est-ce qu'on va peut-être s'en tirer? En tout cas, on a besoin d'utopie. Et les propositions d'un Vincent Calbeau, cet architecte visionnaire, sont intéressantes pour en parler. On a besoin de mythologie, ça c'est sûr, et je vais en reparler. On est en train de se recréer des mythologies d'hybridation par exemple, où on va faire se rencontrer les choses les plus inattendues, la créativité de chacun des artistes et des savants va se rencontrer. Cette hybridation, c'est aussi l'hybridation des temps et des cultures. Cette photo prise à Shanghai, il n'y a pas très longtemps, nous posait la question de savoir si Confucius était en train de se noyer dans la piscine ou s'il était en train de ressurgir. Hybridation des temps, des cultures, des moments de l'histoire, et puis peut-être cette hybridation ultime de l'homme-machine à travers ce qui est en train de se préparer avec le transhumanisme. Sans état d'âme par rapport à ça, il va falloir faire avec, parce qu'à côté de cela, il y a un tropisme extrêmement fort vers quelque chose qui est un mélange, une autre hybridation entre la technologie et la spiritualité, tout en sachant que nous sommes en permanence surplombés, espionnés peut-être parce que j'appelle des mythologies de crispation, où il faut protester ou consentir. Les paranoïaques imprègnent le système. On a le sentiment qu'il faut à chaque coin de rue faire attention, à chaque coin de ces bureaux que l'on va retrouver. Est-ce qu'il y a là encore des dangers? En tout cas, les mots à la mode aujourd'hui, on est dans l'ère du clash, du woke, de la cancel culture, du collapse, mais peut-être aussi du care, peut-être aussi du slow, peut-être aussi d'un monde de suture. Et dans toutes les fractures que nous vivons aujourd'hui, il y a peut-être cette tension intéressante à se dire que les fractures d'aujourd'hui peuvent se réparer, devenir des sutures. C'est un petit peu le ravaudage de Bruno Latour aujourd'hui, des éléments de ce genre. En tout cas, ce que Olivier et moi, nous avons élaboré, peut-être même comme philosophie de vie, c'est ce que nous appelons
l'allégeance rebelle. L'allégeance rebelle, et là il faut du texte, et je vais vous le lire, c'est l'idée qu'il faut bien faire allégeance à un certain nombre de choses. La planète qu'il faut protéger, c'est pour ça qu'on fait le festival, les estomacs qu'il faut remplir, et la faim est toujours là, la technologie qui n'en fait qu'à sa tête, le monde qui est cruel et injuste, et c'est surtout l'idée qu'il y a mieux à faire que de simplement s'indigner. En prenant de l'avance sur le futur, en rejetant les conventions, en apportant une énergie inspirée par les meilleures pratiques du monde contemporain, celles dont nous avons parlé ce matin, par les expérimentations sociétales réussies, où que ce soit dans le monde, l'allégeance rebelle est là pour inspirer, impulser, tenter des coups, jeter les dés. Bref, on n'anticipe pas le futur, on le crée. Et pour ça, il y a un mythe universel qui est très intéressant. C'est le mythe du fripon divin. C'est Jung qui l'avait mis en avant. Il a écrit un bouquin là-dessus. Le fripon divin, c'est ce petit dieu qu'on trouve dans toutes les cultures et qui est là pour emmerder les gens, pour changer les attitudes, pour faire des coups pendables et en même temps les réparer. Et on est tout à fait là aujourd'hui dans cet univers où on a besoin de fripons divins pour faire avancer les choses. Ainsi, je dirais, et ça sera une introduction à notre Black Mirror, est-ce que l'horizon qui vient est un horizon d'hybridation? Est-ce que l'horizon qui vient est un horizon de crispation, d'intensification ou de suture et de réconciliation? Donc voilà ce dont on peut s'emparer pour réfléchir sous forme de fiction peut-être, mais de l'imaginaire du monde qui vient et qui peut être inspirant. Donc voilà ma très, très courte inspiration partagée pour ensuite, je vous le propose, découvrir, Pauline, à vous la main pour mettre en scène le petit film qu'a fait Olivier sur Black Mirror. 6 nouveaux films, dont 3 tournent autour d'une seule et même question. Quand les intelligences artificielles seront effectives, devront-elles être considérées comme des êtres artificiels avec les droits au respect et à la protection dus aux êtres humains? Aujourd'hui, on est encore loin de cette éventualité. En effet, les algorithmes actuels sont à des années-lumière de la comparaison avec la conscience humaine. Cependant, au-delà de cette interrogation se profile un tout autre défi, celui de la fin de la mort avec la sauvegarde numérique du cerveau humain. La mémoire, les expériences d'un individu passeraient du support biologique à un support numérique, le tout téléchargé dans un programme d'intelligence artificielle. Alors, cette IA copie numérique d'un être humain sera-t-elle la copie conforme de cet individu? Et cette même IA, par son origine humaine, sera-t-elle un être artificiel numériquement vivant? En tout cas, tout commencera par la lecture numérique du cerveau afin d'enregistrer la mémoire, les expériences, la personnalité de l'individu humain, bien que, à ce jour, cette technologie reste du domaine de la science-fiction. La numérisation d'une donnée analogique consiste à en effectuer un échantillonnage. On coupe en tranches très fines les ondes sonores, les séquences visuelles pour les numériser. Mais alors, on perd une partie des informations. Par exemple, la caméra ne filme que 25 images par seconde. Dans ces conditions, en imaginant pouvoir enregistrer tout ce que contient un cerveau humain, on commence à avoir des doutes sur le caractère authentique conforme de la copie numérique. En écartant les données hors échantillonnage, ne perd-on pas les nuances qui font la personnalité de l'individu biologique? Et si la complexité de la personnalité humaine était dans ces nuances dites non perceptibles? Et puis, question essentielle, pourra-t-on réellement modéliser le logiciel humain, la psychologie que chaque individu développe tout au long de sa vie, avec laquelle, de manière unique, il met en relation mémoire, interaction et expérience de la réalité? Enfin, quand cette technologie sera devenue courante, pour un mourant, le fait de savoir que sa personnalité a bien été copiée et déployée dans une intelligence artificielle, cela le libérera-t-il de l'angoisse de la mort? Et puis se pourrait-il qu'il expérimente une continuité de la conscience, celle-ci passant sans heurts du corps biologique au corps numérique au moment de la mort? En tout cas, de par sa nature informatique, tout IA dépendra d'infrastructures logicielles et matérielles plus ou moins pérennes, avec le risque pour cette IA de ne pas se savoir brider, de ne pas se savoir diminuer d'une partie plus ou moins grande de sa personnalité et néanmoins convaincue d'être l'original, mais enfermé dans un univers
persistant. C'est ce que montrent les épisodes Callister et Hang the DG de Black Mirror. Peut-on alors qualifier de conscience autonome des systèmes manipulables et modifiables à volonté et à leur insu? Si bien que finalement il n'y a aucun problème éthique à torturer des IA comme le montre l'épisode Black Museum. À ces interrogations, on peut opposer que les humains dépendent eux de la génétique, leur programme biologique, qu'on n'a jamais retiré son humanité à un individu handicapé pour la seule raison que son code génétique était altéré, que l'on peut modifier, manipuler personnalité et perception de la réalité au moyen de drogues, que la réalité dans laquelle nous vivons pourrait bien être qu'une gigantesque simulation à la taille de l'univers, un univers procédural qui se génère à l'infini, peu importe la direction dans laquelle porte le regard. Ainsi, s'interroger sur l'essence d'une conscience humaine numérisée revient au final à s'interroger sur le statut des IA en général. C'est demander à l'humanité si les IA devront être considérées comme des alter-ego, comme des semblables numériques. Voilà, chacun pourra méditer sur le monde qui vient.